Bonjour, moi c'est Victoire et je suis réalisatrice et je vais tenter de vous parler d'un projet de film sur lequel je travaille et qui est en cours d'écriture. Donc, je vais essayer de vous dire ce qui est possible de dire d'un projet en cours. Il s'agit d'un film documentaire produit par les ateliers Graphie et intitulé Ejo. Alors, j'ai intitulé mon film Ejo parce que en Kinyarwanda, ça veut dire à la fois hier et demain. J'ai choisi ce titre parce que le film est traversé par cette double temporalité qui, pour moi, en dit long sur un rapport un rapport au temps, mais aussi une certaine philosophie qui, suivant laquelle, en fait, quelque part, on avance toujours avec nos fantômes. Moi, je situe cette philosophie pour le projet dans le cadre de mon projet de film au Rwanda, mais on peut élargir ça au pays des Grands Lacs, à l'Afrique centrale, puisque je sais qu'aussi qu'en lingala, le mot lobby veut exactement dire la même chose, c'est-à-dire hier et demain. Et c'est un titre que j'ai emprunté à un recueil de nouvelles d'une autrice qui m'est très chère et qui s'appelle Beata Oumoubiei, qui est une autrice belgo-française et qui, dans son recueil, nous parle des intimités de femmes rwandaises durant des périodes assez floues, mais qu'on situe avant et après 94, qui marque le début du génocide perpétré à l'encontre des Tutsis et qui est la période que j'explore dans mon film. Ce qui est intéressant dans ce recueil, pour moi, c'est qu'il traite de la vie plutôt que de la mort, ce qui est le sujet, on va dire, de prédilection lorsqu'on parle du Rwanda. Mais ici, comme je dis, ce recueil a la particularité de parler de la vie avant, mais aussi de la survie, et donc de la vie après, et en même temps de cette relation entre ce qui a précédé et ce qui continue. Ce qui m'intéresse aussi dans ce recueil, c'est la place donnée à la culture orale, notamment à travers la division du livre qui est faite par chapitre et qui est à chaque fois titrée par ce qu'on appelle au Rwanda des imigani, c'est-à-dire des proverbes rwandais. Et c'est aussi une quête que j'ai dans mon film, c'est-à-dire de mettre comme ça au cœur de mon projet cinématographique la parole des miens. Alors, il y a donc je parle de ce bouquin parce que, comme je viens de le dire, il y a la question de l'intimité, il y a la question de l'oralité qui est pour moi importante, et il y a la question de la temporalité qui revient également dans mon film. Et donc, ce bouquin est une influence, une grande influence dans mon écriture. Mais il y a un autre document qui va comme ça faire émerger chez moi le désir de faire un film, mais aussi faire remonter à la surface une série d'interrogations qui étaient latentes chez moi, à savoir quelle était la vie de toutes ces personnes que l'on a perdues, et aussi quelle est la vie de ces personnes qui restent dans cet espace qui est comme ça marqué par le deuil. Et donc ce document, c'est une vidéo VHS du mariage de mes parents, qui est un peu un document miraculé parce qu'en plus d'avoir perdu les nôtres, on a aussi perdu les images des nôtres. Et donc c'est un document qui est à la fois personnel, mais qui, un peu malgré nous, malgré moi, est aussi un document commun. Donc c'est un peu aussi ça, c'est un peu la tension, ou en tout cas la cohabitation qu'il y a aussi dans mon film, c'est-à-dire que j'essaie de parler depuis un point de vue personnel et de récits intimes, mais que je ne peux pas ignorer la question du commun et de ce que ce document représente pour beaucoup de gens au-delà de ma famille et au-delà de moi. Et donc c'est également pour ça que j'effectue cette résidence au musée, parce que je pense que je suis en quête dans les archives que j'explore de ce commun, si tant est qu'il y en ait un dans ces archives. Alors,
comme je l'ai dit, le film est en cours d'écriture, donc je vais faire un petit retour en arrière et je vais parler d'un film que j'ai réalisé il y a peut-être 2 ans ici maintenant et qui est intitulé Alberta's Room. J'en parle ici parce que ce que je trouve intéressant a posteriori, c'est qu'il y a il y a comme des obsessions comme ça qui reviennent et qui sont, enfin, c'est comme si les questions que je me pose maintenant pour le projet à venir étaient déjà là en creux dans le projet précédent. Il y a notamment cette image qu'on retrouve à un moment et qui est une sorte de home vidéo, enfin non, c'est un home vidéo d'une famille africaine-américaine non identifiée, en tout cas jusqu'ici, et voilà, qui est une scène typique de famille, un Noël, et qui, je pense, quelque part déjà fait écho à cette vidéo que j'ai, mais aussi aux images manquantes qui peuplent mon récit, et aussi à cette question qui, quelque part, me travaille, qui est de comment est-ce qu'on fait pour se représenter soi-même, pour soi-même. Une autre image, c'est une image mise en scène dans mon film et qui est celle d'une commode comme ça avec des photos de famille. C'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'intérieurs. Mais moi, j'avais en tête de mettre ça en scène pour évoquer aussi... en fait, pour moi, en fait, j'appelle ça des hôtels. Parce que dans le contexte rwandais, en fait, avoir une commode comme ça avec des photos de famille, quand on en a, c'est en fait plutôt un espace de commémoration et pas du tout un espace d'exhibition de sa famille, ce qui est très bien aussi. Hein, mais voilà, c'est une autre démarche. Et donc j'avais envie de mettre ça dans mon film. Et puis ça collait au sujet, donc tant mieux. Et puis il y a cette autre image sur laquelle je reviendrai à mon avis lors de la table ronde. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est une image d'un film, Les mines du roi Salomon. Et là, c'est tout l'inverse de la première image que j'ai montrée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut être représenté par d'autres et qu'est-ce qu'on fait de ces images. Puis enfin, ah oui, j'ajoute aussi que les mines du roi Salomon ont aussi beaucoup participé à un mythe qui a plus tard alimenté les discours génocidaires. C'est pour ça que c'était important pour moi aussi de le mettre aussi dans mon film. Puis enfin, cette image qui est d'un côté l'image de ma mère qui performe dans mon film précédent et qui porte le voile d'une personne en deuil. Et puis de l'autre côté, ma mère plus jeune qui est forcément le rôle principal de son mariage. Enfin, le personnage principal plutôt de son mariage. Et donc voilà, je mets ces deux photos côte à côte parce que je pense aussi que ma mère est sans doute le mystère originel qui traverse mon travail et qui fait que je fais des films aujourd'hui. Voilà. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jérémy Chimbikayoka, je suis étudiant en architecture et c'est à ce titre c'est à cette responsabilité que je m'adresse à vous. Et pour l'occasion, je vais partager avec vous quelques tâtonnements, quelques questions qui sont plutôt prospectives que rétrospectives, à savoir l'idée de l'utopie critique qui est la première idée, et la seconde, la modernité altérée. Et donc l'utopie critique, c'est une idée que j'emprunte à Fabien Ebousi-Boulaga, un penseur fin des années 80, qui, face à la montée justement de cette pensée, de cette envie d'établir une ontologie africaine, de dire qu'on va recentrer le discours, se positionner par rapport à notre histoire, à notre période classique, à notre tradition. Il dit qu'il y a une pente qui est très glissante, celle du traditionnalisme, du tribalisme, de l'ethnicisme, du nationalisme et tous les autres ismes qui peuvent s'en suivre. Et donc il propose
de concevoir la tradition comme à la fois une utopie, parce qu'il y a eu une rupture qui est plus ou moins brutale en fonction des géographies et du régime colonial, et aussi que tout simplement pour toute une série de questions techniques, environnementaux, politiques, économiques, on ne peut plus retourner à la tradition, enfin ce serait du traditionnalisme. Et il propose de considérer la tradition comme utopie, mais utopie critique qui permet à la fois critique dans le sens où on a un apport critique par rapport à la tradition, mais en même temps la tradition sert de grille critique pour en fait, critiquer, observer notre monde contemporain. Voilà l'utopie critique, et on en revient à cet objet qui, pour l'instant, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il me fascine, mais en tout cas, ça a été un traumatisme quand je l'ai vu. Et donc, c'est un peigne, Kuba, et l'idée, bien sûr, en parlant de tradition, de restitution, d'utopie critique, bien sûr, on ne peut pas, on peut pas se détourner, échapper à la question de la restitution. Et l'idée était d'aborder cette question à contresens. Plutôt que de partir des institutions, des musées et des politiques, c'était plutôt de partir des objets. Et donc là, on a un peigne qui a une utilité, qui sert à coiffer. Et cet objet, bien sûr, génère une coiffure. A tout un mode de fonctionnement, tout un mode de vie où les coiffures sont exécutées avec des huiles, l'huile de palme, de la terre, de la boue. Et donc je lis cet objet, contrairement à une cosmogonie qui serait moderniste, où la technologie sert à émanciper l'homme de la nature. Dans cette cosmogonie-ci, je comprends que l'outil et la technique servent à concilier, à joindre l'homme de la nature et du contexte. Donc voilà, on a différents éventails d'objets qui ont été produits. Et donc ce que j'imagine, c'est un espace qui permet de pratiquer cette coiffure aujourd'hui. Et là, il y a un mimétisme symbolique qui est opéré où l'espace a la forme de l'objet. Et donc là, on a le plan avec un espace où un vide qui permet de s'installer pour se faire coiffer, un espace qui permet de préparer les essences, l'huile qui va permettre la coiffure, et un endroit qui contient et qui s'ancre à la nature, au contexte, pour avoir les huiles essentielles, la nature, la terre et toute autre essence. Et donc on a 3 actes, l'acte de récolter, d'extirper, l'acte de préparer et l'acte de coiffer. Et donc là, on est dans un registre qui reste encore mimétique. Et on a un deuxième modèle de peigne où dans le précédent, on partait d'un bloc monolithique et on le taille, on obtient le peigne. Dans celui-ci, on part de différents éléments. C'est la connexion, enfin la trame qui est tissée entre les différentes tiges qui créent le peigne. Et donc, j'utilise le même dispositif pour avoir une relation, une connexion, une tension qui permet d'avoir un espace justement qui lui aussi est en tension. D'un côté, on a la personne qui se fait coiffer qui est installée, et de l'autre côté, on a la personne qui coiffe qui est installée. Et c'est donc l'interaction, l'activité, la tension entre les deux qui génère l'espace et le programme, la coiffure. Et donc là, c'est un autre registre où c'est quelque chose de beaucoup plus monumental et performatif, où on a différents... Entre les dents, il y a différentes... ça recueille plus d'essence pour plus de soins, et donc forcément le soin que subit le corps est plus lent, étant donné qu'il y a plus de produits, il y a plus d'arbres, il y a plus de plantes, il y a plus d'essences qui sont utilisées. Et donc, on en vient à la deuxième idée qui ne contredit pas forcément, l'idée de la modernité altérée, qui ne contredit pas forcément l'idée de l'utopie critique, parce que au sein même, donc la modernité altérée, c'est finalement un concept que j'ai élaboré avec une amie pour une proposition pour une biennale. Et l'idée, c'est de dire que le travail démontrant la présence d'altérité, dans ce cas-ci, la présence de l'Afrique au sein de la modernité européenne a déjà été abattue, a déjà été fait. On propose plutôt d'observer comment est-ce que cette modernité-là est importée en Afrique, et de voir parallèlement quels sont les modes d'existence qui ont évolué en parallèle avec cette modernité, quelles sont les interactions, quels sont les différents chocs
qui émergent lorsque cette modernité est absorbée par ces différents modes d'existence, de façon à avoir ce qu'on pourrait appeler une bibliodiversité, voir quelles sont les références qu'on utilise pour... comment est-ce que des références d'ordre classique, d'ordre un peu hybride, éclectique, peuvent permettre justement d'avoir une grosse table. Et donc là, on a différents objets où c'est une série de photos datant de mon voyage à Lubumbashi, où on observe les citernes, à savoir, en fait, cette série de photographies sur les citernes fait référence, bien sûr, à la série de photographies de Berthet et Bercher, ces photographes qui ont photographié justement le patrimoine moderniste du début du XXe siècle. On a des objets classiques. On a deux images générées par une intelligence artificielle qui, justement, on a introduit ce qu'on voulait, les références qu'on voulait pour pouvoir avoir une scénographie d'exposition. Et donc, l'intelligence nous a proposé ça. Et de l'autre côté, on a plutôt quelque chose qui est plutôt d'ordre du métier où on redessinait des objets qui nous intéressaient. Et donc, l'objectif de cet exercice-ci était d'avoir quelque chose qui se veut contemporain, dans une démarche qui elle-même se revendique contemporain et aussi un peu optimiste parce qu'on a quand même de l'espoir, de dire que voilà, on a une éducation européenne qui est ancrée dans une intelligentsia qui est très académique, mais comment est-ce qu'on fait pour à la fois avoir une distance critique par rapport à ça, convoquer d'autres cadres de référence et ainsi avoir une production qui est plus ou moins pertinente. Je vous remercie. Moi, c'est Sarah Carrier et dans le projet À Cœur, je joue de la guitare acoustique, électrique et je chante aussi. C'est un collectif qui réunit, donc il y a Chama Bongo au chant, il y a Ben Richard qui est DJ et VJ, donc qui fait des petits sons pendant le spectacle et qui est surtout beaucoup à la vidéo. Et il y a Rokia Bamba qui est DJ. Je m'appelle Rokia Bamba, je suis DJ, je suis aussi compositrice sonore. On s'est retrouvés à faire cette résidence ici à l'African Museum à Tervuren en utilisant essentiellement les archives sonores et aussi les archives visuelles. On a mixé nos connaissances, on a mixé notre savoir-être, notre savoir-faire. On a tout mélangé, on a fait un couscous géant et ça fait À Cœur. Je m'appelle Chama Bongo, je suis chanteuse. Je suis aussi entrepreneuse culturelle. Et donc nous sommes réunis dans ce collectif qui s'appelle À Cœur avec plusieurs artistes pour créer un projet multidisciplinaire. Je m'appelle Ben Richard, je suis vidéo jockey, également beatmaker. Mon but c'est de mélanger les images au son en live. Et pour la vidéo, pareil, moi j'ai samplé des séquences choisies pour pouvoir les retravailler après en live pendant le spectacle. M'intéresser, c'était d'aller chercher les images les plus anciennes possibles et les images les moins diffusées possibles aussi. Je me suis surtout intéressé aux images d'avant la Première Guerre ou d'entre les deux guerres. Parce que voilà, c'était des images que moi personnellement j'avais jamais vues déjà. Des images de l'Afrique tournées en 1910 par exemple, c'est pas des choses qu'on voit couramment. Et c'est surtout des images, je pense, qui ont été un petit peu oubliées avec le temps, voire mises de côté peut-être aussi. Les archives qu'on utilise, ça fait partie de notre histoire.
Peu importe la couleur qu'on a, les origines ethniques, culturelles ou sociales, c'est notre histoire. On doit faire avec. Et donc, voilà, l'idée, c'était de faire avec ça, quoi. Sans se poser trop de questions, sans se prendre trop la tête, et faire ensemble. Scientifically, anthropologically, racism is a construct, a social construct, and it has benefits. It has money can be made off of it. And people who don't like themselves can feel better because of it. It can describe certain kinds of behavior. Bonjour tout le monde. Ça fait drôle parce que je suis vraiment. On voit vraiment que je suis une naine. C'est moi qui suis pas au point. Merci. Alors voilà, donc vous avez la petite histoire de ACAR. Ce que je voulais ajouter, c'est que donc c'est une formule, un collectif qui s'est formé à l'occasion de. C'était en 2021, à l'occasion du Festival Afropolitane. Et puis bah voilà, la formule, c'est. Il y avait au début seulement Sarah et Rokia et Ben, formule à laquelle je me suis ajoutée. On a fait une résidence fin 2021 ici même. Et c'est là qu'on a pioché dans les archives sonores et vidéos. On est allé aussi faire un petit tour dans les archives photos. Et puis ben voilà, ACAR est né. Donc ACAR, c'est le nom ACAR, je voulais souligner ça, que ça englobe toute cette humanité, donc, et a plusieurs significations dans plusieurs langues. Et sur plusieurs continents. Donc, ça signifie racine en soudanais, en malais et en indonésien. Akar veut dire volonté en hongrois, flux en turc et déranger, agiter et rendre tabou en hébreu. Et donc voilà, c'est comme disait dans le reportage Rokia, voilà le couscous qu'est ACAR. Mais voilà, c'est tout. Je crois tout est dit dans la vidéo. Hein. Bonjour, mon nom c'est Kabila Stéphane. J'étais participant l'année passée dans le cadre du projet Home, ici au musée de Tervuren. Et on m'a demandé de vouloir vous partager sur mon expérience dans le cadre de ces projets-là, mais que je ne me sens pas encore prêt de dire quoi que ce soit sur cette expérience puisqu'elle était très lourde, puisqu'on parlait de mort, et que je me suis proposé de partager avec vous ma petite réflexion et sur ce que je pense de la réappropriation ainsi que ce que l'on peut s'imaginer du futur du musée. Généralement, lorsque nous parlons de l'histoire des Noirs, en particulier des Africains, nous partons d'un environnement des souffrances, des douleurs et des dénis. L'histoire racontée de ces points de vue est dangereuse parce qu'elle réduit et alimente un récit qui nous place dans une position de survie. Ramenons l'expérience des Noirs aux couleurs, aux cicatrices, qui, parce qu'elles sont réelles, ne sont pas les seules à définir l'existence en tant que peuple, en tant qu'individu. Dans cet exposé, je souhaite inviter le public à multiplier sa vision des histoires que nous voulons raconter sur nous-mêmes, sur notre art, sur notre créativité, sur des joies et générosité, sur différentes façons de trouver sens au voyage de la vie, alors que nous sommes et nous exposons en tant que des personnes dans le monde, dans nos réalités possibles, pour accomplir des destins, des rêves à partir des chemins qui nous sont offerts. Nous avons assez pleuré. Nous ne voulons plus être les victimes de l'histoire. Je propose de reconstruire les liens entre les personnes
face à la vie et d'offrir une possibilité de retrouvailles à partir des graines du dialogue et de l'art. En prêtant attention aux langues, aux références et au dialogue entre différentes formes d'expression, mélangées dans une sorte de mosaïque des citations utilisées pour réélaborer des lectures, des expressions, des perspectives de la vie quotidienne et des mémoires qui nous encadrent en tant que sujet et leur multiplicité. Je veux célébrer, je veux valoriser et inviter à la liberté des connaissances qui sont fruits d'objectivation culturelle de nos ancêtres enfermés en ces lieux. Il est en même temps le fruit de l'action, de l'agitation face aux moules et aux modèles qui sont historiquement et socialement orientés comme étant prêts et finis. La conférence peut être considérée comme un miroir pour ouvrir des espaces de dialogue, des directions inconnues, des possibles, approches muséales inclusifs, sans préjugés, qui peuvent être pensés ensemble. Je prendrai 2 chansons, j'espère que la connexion marchera, spécifiques, comme point de dialogue. Une chanson du Brésilien Emicida, qui sera en dialogue avec Paul et Paul et de Jean Bosco Mwendawa Bayeke. Une manière de mettre de croisements que l'on ne veut pas voir. J'utilise ces chants comme ligne d'agrégation de la conversation, comme dénonciation et annonce pour indiquer, sans limiter, notre chemin dans cette conversation qui cherche à offrir la possibilité de valoriser les corps comme territoire, la terre, nos ancêtres communs, nos racines communes, avec le dialogue comme axe, les chaînons manquants entre les personnes que nous voulons à nos côtés, dans une réaffirmation de la sociabilité dont les racines se trouvent aussi dans l'art, la critique et la recherche de communion. Je veux encourager à regarder autour de nous et d'apprécier en juste valeur la beauté, la créativité que nous avons appris à haïr. Pourrions-nous voir dans nos différences des lieux de non-problèmes, des défis à revendiquer, des droits de vivre et de résister, ainsi que aimer? Je veux reprendre les héritages, les références, les particularités trouvées dans l'ampleur de notre histoire, dans leur appliquer le point de vue et les apprentissages accumulés, ainsi, contrairement au point de vue souvent partagé, même par les musées, ces souvenirs sont vivants, sagesse de vie, pratique ancestrale, revigorer sous la forme d'un manifeste face au monde changeant et surtout comme résultat de mon moment en tant qu'artiste sur mon chemin de lecture, de compréhension, d'expression. En outre, j'aimerais nous inviter à repenser la position des musées en tant que lieu de mort et statique, en lieu de vie, de rencontres, de construction, de narrations futures pour des peuples héritiers de la multiplicité, de l'ouverture des peuples. Cette discussion peut être inconfortable pour certains et nécessaire et urgente pour tous. Le musée comme des morgues. Mon expérience à Tervuren et pourquoi je veux parler de la vie et non de la mort. En gardant à l'esprit les lignes thématiques de l'événement, j'essaierai de me concentrer sur les possibilités futures,
le passé, bien sûr, est un fait et ne sera pas modifié. Eh bien, qu'il soit intéressant d'en tirer les leçons. Je comprends, comme je l'ai mentionné précédemment, que le fait de se concentrer sur l'histoire du Congo démocratique après la colonisation belge et de considérer les effets de cette invasion nous prive du droit de comprendre que nous existons en tant que société organisée avant l'arrivée des Belges et que nous continuerons d'exister malgré cela. Sentir et apprendre les histoires qui ont eu lieu dans cet espace nommé Tervuren aujourd'hui donne un inconfort intellectuel, puisqu'il pose des questions d'ordre éthique et moral. Il s'agit d'une question humaine. Au Congo, comme dans des milliers de pays, il existe des espaces de conservation de corps de personnes décédées. Ces espaces, appelés morgues, sont apparus, comme l'a analysé Michel Foucault, au cours du XIXe siècle, à la suite des transferts de responsabilités des soins de corps à l'autre. Les hôpitaux et les cliniques recueillent les malades pour gérer la fin de leur vie. À leur mort, ces corps expriment leur détachement de la vie et leur impureté, et les rituels funéraires qui étaient auparavant effectués à domicile par des membres de famille et les connaissances passent à des environnements qui privilégient la spécie et la technique et sont effectués par des professionnels de la mort. Après quoi, ils sont rendus à leurs proches ou la communauté pour être placés dans leur destination finale. Il revient de noter que même ces espaces étaient des espaces de passage et non définitifs, car ils étaient désormais absents de la vie. Ils devraient être respectés dans leur caractère sacré. Pourrions-nous, dans la mesure du possible, remettre dans un cycle de vie culturel à venir les pratiques, les connaissances que les circonstances historiques ont congelées dans les temps des musées, pour le remettre dans un cycle de peuples et de cultures vivantes. Les musées sont pour eux, pour nous qui les voyons et partageons avec eux les mêmes racines, comme des lieux qui les emprisonnent, qui emprisonnent l'avenir du passé. Ainsi, des humiliations, des violences, des atrocités pourront être abordées avec sérénité, puisque les voisins connus, d'autres sans nom, peuvent vivre et reposer en paix et l'amour. Et lorsque je mentionne ici que je suis mort l'année dernière, je me rends compte que j'ai ressenti, lorsque j'ai visité cet espace, l'effet que cela a sur moi. Mais à partir de cette expérience, et grâce aux réflexions et conversations qui ont suivi, j'ai compris que je ne pourrais pas rester dans cet état. C'est pourquoi, cette année, et toutes les autres qui seront devant moi, sont une célébration énergétique de notre existence. L'aube de la résistance. Comment les Africains se réinventent et donnent un sens à leur vie. Cette conversation répond à certaines de mes afflictions qui résonnent de plus en plus fort dans mon corps. Et je crois qu'il est important de souligner l'importance des sujets historiques, marginalisés et opprimés qui occultent des lieux qui leur ont été et leur sont refusés depuis des siècles. Car malgré toutes les persécutions, nous résistons. Malgré toute la violence de la colonisation,
nous avons réussi à maintenir en vie des espaces primordiaux de nos cultures à travers un syncrétisme religieux, l'intégration de leur langue dans nos langues, la popularisation de leur cuisine et de leur musique, par exemple. Il s'agit d'annoncer que nous ne voulons plus être considérés comme de simples survivants, que nous n'avons plus besoin qu'on nous attribue la passivité des rapports au passé et à l'avenir. Après tout, nous sommes des agents historiques. L'histoire n'est pas linéaire, elle ne conduit pas à une destination préétablie. Nous sommes constitués des tensions entre nous, espace, expérience. Ceux qui nous ont précédés et nos horizons d'attente. Ces futurs possibles qui se matérialiseront ou non, malgré nos cicatrices, il existe de possibles de changements. Cependant, nous ne pouvons pas oublier notre humanité, notre bonheur personnel, pour que notre existence ne soit pas qu'une résistance. Une vie, des vies à vivre. Je vais mettre la chanson de Jean Bosco Mwenda Wabaeke, qui, en fait, à chaque fois que je m'emprisonne dans ma pensée, je me libère au travers de la musique. J'espère bien. Alors, cette chanson de Jean Bosco Mwenda Wabaeke me permet de pouvoir réfléchir sur de nouvelles formes d'approche et d'économie de connaissances de ce que l'on peut appeler aujourd'hui espace muséal, ou que l'on pourrait appeler en Kiswahili Nyumba ya Wankambo, maison des ancêtres. Sasa tanja kutafuta kazi mitafanya na ile fedha. Sasa tanja kutafuta kazi mitafanya na ile fedha. Niwekeao magaze kidogo ya kujisha au tu kafe. Pole pole taendelea na mali yangu ntakuwa mtajiri. Pole pole taendelea na mali yangu ntakuwa mtajiri. Pole pole taendelea na mali yangu ntakuwa mtajiri. Tafanya nini mbele ya kuwina? Tanja pole pole kuweka mali. J'ai eu au fond deux familles de projets. Je dis deux familles parce que ce sont des projets qui se sont développés dans le temps. Le premier projet, Tsetse, et le second, Prometheus Eurochemique Moll Antwerpse-Kempen. Comment expliquer ça? En fait, Thomas Muteba Luntumboe m'invita
a participé à une exposition assez inédite intitulée Exit Congo. On lui avait demandé d'inviter des artistes africains ici. C'était encore dans l'ancien musée. Et il a décidé de ne pas exclusivement inviter des artistes africains parce qu'il considérait que ce musée était aussi un regard occidental, surtout sur sa colonie. Lorsqu'il me parla de son projet, directement, je lui ai dit, écoute, moi, il y a une chose dans ce musée qui m'intrigue, qui m'a toujours intrigué, c'est une petite vitrine dans laquelle il y a des mouches, hein, les glossines, donc la fameuse mouche tsetse qui a provoqué les épidémies donc de la maladie du sommeil. Le deuxième projet, 20 ans plus tard, donc ça c'était en 2001, Prometheus Eurochemique parle aussi de quelque chose d'assez petit, parle de l'atome. Je me suis souvent posé la question, pourquoi je suis né en Belgique? Alors je suis espagnol, les deux parents espagnols, mais dans le fond je termine par me sentir belge à force d'abord d'y être né. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi je suis né même dans ce village à Mol? Eh bien, il y a une raison qui est quelque part liée à l'Afrique. Eh bien, c'est l'uranium. Alors, j'ai travaillé avec 2 départements ici, donc en 2001 avec le département d'entomologie. Alors, c'est assez extraordinaire comme département, on voit des insectes de toutes sortes, c'est assez impressionnant. Évidemment, moi, je me focalisais sur la glossine palpalis gambiensis. Je lis parce que je ne suis pas un scientifique. Et la glossine morsitans, dite mouche tsetse, et qui provoque la trypanosomiase, donc la fameuse maladie du sommeil. Et en 2021, avec l'aide du département de minéralogie du musée de l'Afrique centrale de Tervuren, je me suis occupé de l'uranium. Alors, il y a des collections de pierres, de minerais, et notamment de minerais radioactifs. Donc, l'uranium qui produit la radioactivité. Alors, je vais commencer par la mouche tsetse, la voici. Une des premières choses que j'ai pu faire ici, c'était une photographie extraordinaire avec une sorte de scan impressionnant qui faisait une photo d'une mouche pendant toute la journée. C'était en 2001. Et d'ailleurs, quand on fermait une porte, il y avait tout à coup une ligne verte qui traversait parce que tout à coup, il y avait eu une sorte d'interruption dans le système. Et donc, j'ai pu avoir cette photo ici. Et donc ici, j'explique un petit peu dans ce texte cette question justement de Thomas et du questionnement idéologique. Et donc, oui, pour reprendre ici dans ceci, il s'agissait surtout d'un questionnement idéologique, éthique et politique. Le musée dans son état était avant tout non pas le musée de l'Afrique centrale, mais bien celui de sa colonisation. Au lieu d'inviter essentiellement des artistes venant d'Afrique, il préférait donc faire appel justement à des artistes d'ici. Bon, je ne vais pas continuer parce que j'en ai déjà parlé. Alors, je lui ai proposé une chose à Thomas. Je lui ai dit, écoute, cette mouche tsetse, on va la voler. Je pense à certaines bandes dessinées bien belges. On va voler donc un objet du musée et on va voler toutes ces glossines de leurs épingles et on va laisser juste les étiquettes. Et par contre, on va diffuser dans tout le musée le son de ces mouches tsetse, parce que tsetse provient justement du son qu'elles produisent. Et donc, je me suis faufilé derrière les armoires avec toutes ces vitrines, et on a mis des baffles, et donc on a diffusé tout ce son. Alors, je n'ai pas ici le son sous forme de vidéo, mais c'est un son assez harmonique ou harmonieux, je ne sais pas comment le dire. Et d'ailleurs, ça fait penser au fond à des sons presque d'avions de guerre, etc. Et donc, c'était quelque part comme pour, alors justement avec cette mouche tsetse, comme pour réveiller le musée et mettre sous tension
la question de ce qu'on regarde. Donc le son a été enregistré dans l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, où on fait des études assez poussées sur ce que cette mouche est. Au fond, elle transporte un parasite et le transporte d'humain à humain, et donc infecte et produit toute une épidémie. Et il faut dire justement qu'il y a eu très vite, je crois déjà à l'époque de Léopold II, des expéditions qui se sont faites pour essayer de comprendre et de constater aussi la question des ravages. Et peu à peu, jusque vers 1959, justement au moment de l'indépendance, on avait réussi peu à peu, parce qu'on avait compris justement tout ce mécanisme, on avait réussi peu à peu à isoler les malades. Il faut dire que c'est dans le fond tout le système colonial, donc industriel, qui a fait bouger des populations d'endroit en endroit et qui a provoqué quelque part cette diffusion, cette épidémie. Donc, quelque part, donc, ils ont commencé à voir comment peu à peu réduire cette épidémie. Et plus ou moins en 1960, on est arrivé plus ou moins à quasi éradiquer la maladie, sauf que par la suite, parce que ça demande une certaine rigueur, ça a repris de plus belle. Alors j'ai proposé donc d'éliminer et d'envoyer donc ce son pour rappeler. Et donc c'est au fond un projet qui a pris d'autres tournures par la suite. C'est-à-dire que hors de ce musée, j'ai eu deux autres invitations. L'une en Allemagne par Jan Hut, le directeur du musée de Gand, le SMAC, qui m'a invité à faire quelque chose sur l'architecture et la nature. Et là, j'ai vraiment eu droit à avoir une quarantaine de mouches. Il faut dire que c'était en pleine période de crise de la vache folle, de la fièvre afteuse, de la dioxine, de la dioxine et de la peste porcine. Donc c'était un moment où l'Europe fermait ses frontières. Et je suis allé comme ça avec une petite boîte avec 40 mouches tsetse avec moi, au travers de toutes les frontières où tous les camions étaient arrêtés, parce qu'on pensait que c'était des cancrelats. Et donc je montrais ces glossines vivantes, quarantaine, dans un vivarium biosécure, avec deux petits micros, et j'amplifiais le son de ces mouches, qui est extraordinaire, dans toute une salle où il y avait d'ailleurs des odeurs. J'avais mis la température à 35 degrés, c'était en Allemagne. Et donc voilà, et donc on était devant évidemment des insectes qui font peur, qui n'étaient pas infectés, mais bon, qui sont assez impressionnants quand même, parce qu'ils ont une sorte de petite trompe et une petite scie pour injecter leur histoire. Il faut dire que quelque part, c'est toujours quelque chose d'actualité, puisque, vu la dernière période que nous avons eue, cette question de l'infection est toujours d'actualité, évidemment. Donc voici. Donc ça, c'est le parcours. Et ici, ce fameux système. Alors, je l'ai aussi montré à une autre exposition à Tour et Taxi. Donc, à chaque fois, ça avait une certaine connotation. Alors, le deuxième projet, donc je vous montre même parce que c'est une très belle image. Le deuxième projet, il part d'un petit tableau, une petite gouache que j'ai faite quand j'avais peut-être 6 ans, qui s'appelle Le Petit Salon de Molles. C'est un des seules petites gouaches que j'ai pu récupérer de mon enfance. Et qui a quelque chose d'intéressant, c'est que donc j'ai essayé de peindre les objets autour de moi. J'avais très peu de notion de perspective à 6 ans, mais je trouve que c'est un tableau qui a une certaine poésie. Alors on voit une télévision d'époque, des années 60, et puis on voit beaucoup d'engins qui sont en fait tributaires de l'électricité. Alors là, c'est plutôt un projet de type autobiographique.
on allait jeter toute une série de dossiers de mon père. Alors mon père était chimiste nucléaire, enfin il est toujours, parce qu'il est vivant, il est à Madrid, chimiste spécialisé justement dans le recyclage de déchets nucléaires. Et il se fait qu'il n'y a pas longtemps, Cécile Massard m'a invité à aller visiter cet endroit, qui pour moi était très mystérieux. Je ne savais pas très bien ce que mon père faisait à Molles. Et donc j'ai toujours eu une sorte de... Et alors, oui, disons, c'était un grand mystère, ça avait l'air d'être très savant. Et plus tard, alors, je me suis rendu compte qu'il travaillait dans le nucléaire. Donc, quand j'étais adolescent, alors on a vécu à Vienne, où il y a la IAEA, donc l'Agence d'énergie atomique. Là, je me suis rendu compte que mon père travaillait dans le nucléaire, donc tout le monde était avec ses badges anti-nucléaires. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'effroyable, etc. Ce n'est que très tard que j'ai pu reparler de ça, parce que je cachais un peu ce que mon père faisait, de manière assez enfantine. Et c'est au moment où on allait jeter tous les dossiers de son travail, ça allait être jeté dans un stockage, un container, j'ai tout arrêté, j'ai dit non, je crois que je peux faire quelque chose avec tout ça. C'était toute une série de dossiers en très mauvais état. Donc voilà, celui-ci, l'usine de Molles. Ah, on ne voit pas d'image ici. Bon, voilà ici. Et donc j'ai exposé ces dossiers. J'ai exposé ces dossiers sur des étagères à la Triennale de Bruges récemment. Et ça montre en fait toute une série de dossiers comme ça, bouffés par l'humidité, etc. Et puis, pendant toute la période du Covid, j'ai filmé le contenu de ces dossiers. Et en fait, c'était comme un one-shot, c'est-à-dire que ces dossiers tombaient en miettes dans mes mains, mais j'y voyais justement une beauté. Alors, je comprenais plus ou moins rien, enfin, quelques éléments des choses de ces dossiers, mais c'était un peu comme si je les exposais une dernière fois à la lueur, en me disant peut-être quelqu'un va les comprendre, mais moi j'y voyais uniquement une beauté plastique, donc les poussières, voilà. Et donc c'est des films très très longs, qui montrent des diagrammes, des calculs, etc. Et qui, évidemment, je les vois sous un angle aussi, de laisser une sorte de témoignage d'une époque. Donc, voici. Et donc, la pièce, je la vois comme une sculpture. C'est-à-dire que, d'une part, on a ces étagères avec les dossiers, et d'autre part, il y a une projection du contenu de la masse, de ce que j'appelle la masse. Et donc, à l'exposition à Bruges, j'ai pu aussi montrer dans des vitrines d'autres éléments, notamment des éléments qui m'ont été prêtés par le musée ici. Et j'ai voulu montrer aussi des petites uraninites. Alors, au début, je voulais carrément prendre une des grandes pierres ici, mais c'est toute une histoire, évidemment. Transporter une pierre qui est radioactive et la montrer à un public de surcroît, c'est vraiment un petit peu dangereux, encore plus dangereux que la mouche tsetse. Et donc, j'ai eu par chance des petits échantillons par un ami qui avait travaillé à l'Union minière. Enfin, disons, son oncle avait travaillé à l'Union minière, il avait reçu ça de son oncle. Donc j'ai montré ces petites uraninites qui ne sont pas si radioactives que ça, mais pour y voir quelque part cette question-là. Donc alors ici, ça c'est assez extraordinaire, c'est le roi Baudouin qui regarde justement dans une vitrine une gigantesque uraninite, enfin une pierre d'uranium ou de radium, je ne sais pas. J'espère qu'il n'est pas mort de ça, mais c'est assez étonnant que cette photo est étonnante en fait. Hein. Donc voici d'autres éléments. Donc, quand je dis que ce projet est un projet à suivre, c'est que finalement, à partir d'une petite histoire qui part de mon nombril, mon moi-je d'artiste, pour que je suis né ici, etc., peu à peu, ça se développe et ça prend tout à fait une autre échelle. C'est-à-dire que ça commence à dire, ah ben tiens, oui, mais pourquoi? Oui, parce que les Belges, dans le fond, ont vendu l'uranium aux Américains pour faire les 2 premières bombes atomiques qui ont été déversées au Japon. D'autre part, ils ont demandé aux Américains que tout ce qui était études scientifiques sur l'uranium se fasse en Belgique, d'où l'usine de Molles. Et puis tout ça provenait évidemment
du Katanga, hein, des mines de Chicolombwe, et dont certains échantillons sont ici dans les soutes, disons dans les caves du musée. J'en fais des peintures. Voilà, ça c'était l'exposition Prometheus. Et donc j'en fais des toutes petites peintures qui sont comme ça des sortes de mémorandums, enfin des petits choses qui me viennent à partir de cette histoire-là. Donc voilà. La question est toujours que je cherche quelque part à trouver une tension entre ce que l'on est et ce que l'on regarde. Voilà. Introduire ma présentation par une courte performance qui sera une expérience partagée et je pourrai parler de mon travail juste après cette performance. Merci.
Merci beaucoup. Merci pour ce moment calme, ensemble. Si je dois parler de mon travail, je pense que je vais tout d'abord commencer par mon parcours personnel, parce que c'est vraiment quelque chose de très important dans ma démarche en tout cas. Il y a avant tout l'aspect social de mon expérience à Kinshasa, parce que je suis né à Kinshasa et j'ai grandi à Kinshasa. J'ai fait mes études à Kinshasa. Et ce qui compte beaucoup en fait pour moi dans mon travail, c'est vraiment l'aspect humain, les côtés humains et l'aspect social et tous les enjeux qu'il y a autour de la société. D'abord en partant de Kinshasa à aujourd'hui, parce que ça fait plus de 10 ans que je vis en France. Je vis à Strasbourg. Et ce qui m'a emmené en fait à faire ce travail, c'est d'abord les questionnements que j'avais à Kinshasa pendant ma formation, déjà à l'école primaire et à l'école secondaire, et ensuite pour mes études supérieures. Donc en parlant de ça, je vais avant tout parler de mes cours d'histoire, déjà à l'école primaire. Et j'ai commencé à m'interroger par rapport à tout ça quand je suis devenu majeur, on va dire dès mes premières années d'études supérieures. En fait, je me suis rendu compte que qu'il y avait un grand vide au niveau de la connaissance, de l'histoire, déjà, du Congo, dans l'enseignement. Il y a très peu de choses qui sont enseignées de manière profonde par rapport à l'histoire du Congo, déjà ce qu'il y avait avant la colonisation, et ce qu'il y a eu pendant et ce qui se passe encore actuellement. L'histoire du Congo d'avant la colonisation, c'est aussi un fantôme. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait des travaux autour de ce qu'il y avait avant au Congo, avant la colonisation, mais c'est encore quelque chose de très très peu connu et pas très enseigné, quasiment même pas enseigné. Et par rapport à mes cours d'histoire, j'apprends que le Congo existe quand l'homme blanc vient découvrir l'embouchure du fleuve Congo. C'est ce qu'on m'enseigne à l'école. Heureusement que j'ai un cerveau qui a éjecté plus de la moitié de ces informations-là. Et l'expérience du voyage m'a permis de le vivre, de vivre l'histoire dans le temps présent, avec des humains en face de moi. Et j'ai été confronté à l'histoire de manière involontaire. Et c'est aussi ça, en fait, qui m'a poussé à aller chercher des choses sur l'histoire de mon propre pays et sur des choses qui concernent l'histoire des Noirs. J'arrive en France, par la curiosité des gens que je rencontre, on me pose toujours des questions par rapport à d'où je viens, mon pays, son histoire, sa culture. Et au fur et à mesure, je me rends compte, en dehors des choses que j'ai apprises à l'école de Beaux-Arts, c'est passé par l'histoire de l'art du Congo, notamment avec différentes cultures, différentes créations congolaises qui sont enseignées. Et en dehors de ça, il n'y avait pas vraiment un bagage qui permet encore, même encore aujourd'hui, aux Congolais de se connaître et connaître aussi la fracture qu'il y a eu dans la société congolaise pendant la colonisation et aussi se rendre compte de cette rupture du processus de la décolonisation qu'il y a eu dans les années 60, parce qu'il y a eu une lancée avec la nouvelle classe politique congolaise, et ces processus, on le sait très bien, ça a été interrompu. Et encore dans la politique, dans la gestion en tout cas politique et culturelle du Congo, il n'y a pas assez de place, où il y a très peu de volonté pour cet accompagnement-là, culturel, et voire même toutes ces questions en fait identitaires dans l'imaginaire collectif de Congolais. Comment est-ce que les Congolais peuvent rebondir par rapport à leur propre histoire?
C'est toutes ces questions-là, en fait, et par rapport à cette curiosité, quand j'arrive ici, qu'on me pose des questions par rapport à mon histoire, ma culture, le pays d'où je viens. Et en plus, je me rends compte aussi de l'expérience de la race en arrivant en France, parce que quand j'étais au Congo, j'étais un humain. Et en vivant en France, je me rends compte que je suis non seulement un humain, mais que j'étais noir. Et j'étais confronté à toutes les histoires qu'on connaît. Je n'ai pas envie d'élaborer la liste, parce que voilà, on la connaît tous. Et c'est ces questions-là qui m'ont motivé d'aller faire des recherches sur les os humains, qui sont les représentations et des mises en scène des corps noirs pour créer un imaginaire collectif autour de ces gens en Occident. Et il y a encore cette image jusqu'à aujourd'hui qui n'a toujours pas été déconstruite. Et c'est notamment par rapport à ces questions-là que j'ai commencé aussi à travailler sur la mémoire de l'histoire. Et encore, quand je parle de l'histoire, en tant qu'artiste, j'interroge aussi, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est quelqu'un comme vous et moi, c'est des gens comme vous et moi qui se décident d'écrire des faits sociaux. Et encore, dans des contextes compliqués, on sait très bien comment l'histoire a été écrite pendant cette période difficile au Congo, ce qui est la période coloniale. Et moi, en tant qu'artiste, je me dis toujours que c'est important d'aller travailler sur ces thématiques-là. Et je ne me positionne pas seulement en tant qu'artiste, c'est aussi en tant qu'humain et aussi en tant que Congolais, comment je regardais ces choses. Quand je découvre le musée, j'ai eu envie, en fait, de faire un travail de la mémoire. Et la mémoire, pour moi, ce n'est pas que les archives, ce n'est pas que les collections d'objets et des œuvres qui sont dans le musée. Pour moi, en fait, la mémoire, c'est aussi le lieu. Comment le lieu continue à vivre. Le musée, c'est quoi l'histoire du musée? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Je me suis intéressé aux villages congolais qui ont été construits au parc du musée pendant les expositions, et notamment aux expositions aussi qu'il y a eu à Anvers, et à Paris, et en Suisse aussi. Donc voilà. Et j'ai pu présenter une partie de mon travail l'année dernière pendant l'exposition Zoyuma. J'ai pu présenter quelques peintures que j'ai créées à base d'images d'archives. Je me suis inspiré des photos d'archives des expositions coloniales, notamment ce qui s'est passé ici à Tervuren, pour voilà, créer, dessiner, peindre. Dans l'idée, en fait, de ma démarche, travailler avec les archives, les photos, et les transcrire en peinture, ça les rendait beaucoup plus accessibles, parce que parfois les images d'archives sont difficiles. J'ai eu cette expérience en faisant moi-même des recherches ici au musée. Parfois, quand j'étais confronté à certaines images dans la base des données, même quand il y avait des textes qui les accompagnaient, je me laissais toujours le temps d'avoir du recul pour pouvoir les lire avec un peu plus de distance. Donc voilà, c'est aussi dans le même principe que j'arrive à créer des choses autour de ces images pour donner un autre langage aux images d'archives. Et c'est aussi en quelque sorte pour continuer à garder l'histoire mobile, parce que parfois les archives renferment aussi les choses. Donc en sortant justement les archives, en les transcrivant dans des œuvres, ça donne une autre vie en fait à l'histoire et aux archives. Voilà le travail que j'ai fait. Pour le moment, je suis encore en train de construire des choses. La performance que vous avez vue, notamment les peintures, les dessins et les photos, sont des choses qui font partie de la première phase de ma recherche au musée. Et je continue encore à travailler. Très prochainement, à l'occasion, il y aura d'autres choses qui pourront être présentées sur mon travail. Voilà, merci. Merci beaucoup, Arnaud.